Bonjour Lise, bienvenue au site de Police pour la vérité. Je te remercie d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Sonia, ravie aussi d'être avec vous. Merci beaucoup pour l'invitation. Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Alors, je suis Lise, j'ai 38 ans, je suis maman de deux filles de 12 et 7 ans. J'habite à Aix-en-Provence, dans le sud de la France. Et du coup, j'ai découvert les mamans louves sur le tard un petit peu, par rapport au réseau. C'est vrai que ça fait depuis 2 ans que je suis très active au niveau des collectifs. Vraiment très en colère au début de voir toutes ces mesures qui se sont appliquées dans nos écoles pour nos enfants. Et je me suis sentie très seule. Donc c'est pour ça que j'ai rejoint le mouvement des Mamans Louves. J'ai pris l'opportunité qui m'était donnée et je l'ai saisie depuis novembre aussi, 2019, non 2021, 2021, c'est ça. Quel est ton travail dans l'association? Alors moi, je gère la boîte mail, une des boîtes mail parce qu'on en a plusieurs, la boîte contact. Donc si pour toute demande, je reçois les mails, j'oriente selon les besoins, selon les demandes. Je reçois les témoignages aussi des mamans, des papas, des grands-parents, des oncles, des tantes, des personnes, des fois aussi des enseignants, des personnes qui se soucient en tout cas par rapport aux enfants. Je travaille aussi beaucoup sur l'émission Maman Louve qu'on donne tous les dimanches à 21h avec moi aussi mon côté professionnel. Du coup, j'apporte mon regard. Parfois, j'interviens sur les émissions. Je fais le travail de relais aussi, c'est-à-dire que quand on vient me voir ou quand il y a une personne, là par exemple, j'ai été en lien avec Christine Coton, la biostatisticienne, c'est moi qui ai reçu ses paroles et puis du coup je prends la demande, le besoin de soutien, je relais aussi aux autres personnes, on en parle ensemble, on en discute ensemble et puis on voit ce qu'on peut faire de cette information. Le plus important, c'est d'avoir en tête que je suis là aussi, comme toute personne de l'association, pour fédérer, pour rassembler les mamans dans cet élan. On parle de maman, mais bien sûr, on sait qu'il y a les papas derrière, il y a d'autres personnes de la famille, d'autres membres de la famille, comme je vous disais au début. Et du coup, c'est vraiment important de rompre cet isolement, que les personnes ne se sentent plus seules face à leurs difficultés, que ce soit dans les établissements scolaires qu'elles peuvent rencontrer, que ce soit dans leur propre famille, parce que là aussi c'est compliqué. Ça a creusé beaucoup d'écarts et beaucoup de chaos, je dirais, dans les familles. Et du coup, entre mamans, on se sent plus solidaire, on se sent soutenu, on se sent écouté, on n'est plus seul et ensemble on peut avancer. L'idée, c'est vraiment de fédérer au niveau national, au niveau régional et au niveau départemental pour être vraiment au plus proche de la population, je dirais, et pouvoir agir localement aussi, c'est important. Explique-nous un petit peu qu'est-ce que vous faites exactement avec les mamans quand elles vous appellent. Alors, ce qu'on fait déjà, c'est évidemment, il y a tout ce travail de recueil des choses qui nous sont déposées, qui sont, je dois dire, assez lourdes et assez intenses à supporter au quotidien, parce qu'on reçoit. Là, ça pèse un petit peu parce que du coup, on a créé plusieurs pôles. Du coup, ça se dispatche entre nous toutes, mais c'est vrai que c'est des centaines de mails par jour qu'on reçoit, des fois par Messenger aussi, des fois sur Telegram, des témoignages. Et donc, c'est d'accueillir la parole, d'accueillir les émotions aussi, la colère, la tristesse, d'accueillir les frustrations, les appels au secours. Comment je fais? Là, je suis dans telle situation, je n'arrive pas à m'en sortir. Est-ce que vous avez une solution? Est-ce que vous pouvez m'orienter chez quelqu'un? Donc, on accueille, on fait préciser les questionnements, on accueille les témoignages, les pensées, et on réoriente soit vers le pôle juridique, soit vers le pôle santé. Et aussi, on a ce rôle de médiation, c'est-à-dire que et de soutien. Par exemple, une enseignante qui a voulu lever le port du masque dans sa classe nous a demandé de venir en soutien. Donc c'est aussi ça, de pouvoir rassembler du monde sur ces événements-là pour pouvoir diffuser la parole et diffuser l'action. On a eu aussi des mamans qui se sentaient complètement dépourvues et qui nous ont demandé de venir en appui, en soutien, le jour où elles avaient rendez-vous, par exemple, avec un directeur d'établissement devant l'école pour qu'on puisse la soutenir et créer cette osmose, je dirais, et cet élan de solidarité.
c'est aussi ça, les mamans loups, c'est donc accueillir la parole, orienter, soutenir, fédérer et aussi pouvoir se dire qu'on n'est pas seul. Ça, c'est hyper important. Et vous êtes combien à faire tout ça? Pas beaucoup. Alors au conseil d'administration, parce qu'on s'est monté en association fin décembre, ça a été un petit peu vite fait, c'était pas prévu, en tout cas dans nos clous, hein, quand le mouvement est né, c'était vraiment encore une fois un élan du cœur et ça nous prenait aux tripes, hein. C'est un mouvement qui a cette vocation de faire sortir le meilleur et cette envie de protéger les enfants. On s'est créé donc en association, on est 12 au conseil d'administration fin décembre. Et après, on a quand même des référentes régions et des référentes départements aussi qui viennent se greffer. En tout, je ne sais pas combien on est parce qu'il y a beaucoup de départements et pas mal de régions en France. Mais voilà, conseil d'administration, en tout cas, on n'est que 12. Et je voudrais savoir aussi, toi comme maman, comment tu as vécu toute cette situation avec l'imposition des mesures sanitaires dans les écoles? Alors, il y a eu plusieurs phases. Ça a été, au tout début, ça a été, je vais employer les mots hein, qui me viennent et qui sont réels, ça a été horrible en fait. Horrible. Déjà, ça a été de l'incompréhension. Comment ça se fait que pour un virus, nos enfants, on leur impose tout ça, toutes ces mesures. Moi, je suis dans le social de métier et je suis praticienne en PNL aussi, la programmation neurolinguistique. Donc, je travaille sur les rapports humains en fait et je travaille sur l'être humain. Et quand j'ai vu ces mesures, le masque, la distanciation sociale, c'est-à-dire qu'on a privé les enfants de jouer ensemble, de se serrer dans les bras. On a eu à faire face à des situations mais complètement rocambolesques. Donc ça a été des émotions au début très très négatives et très en colère qui ont alterné après avec des moments d'espoir, aussi l'idée que finalement je vais pouvoir peut-être intervenir, je vais pouvoir faire quelque chose, je vais pouvoir rentrer en contact avec des enseignants, je vais pouvoir leur expliquer mon point de vue et essayer d'arranger les choses, d'arrondir les angles, je vais pouvoir rentrer en contact avec le directeur ou la directrice d'école. Et finalement, ben ça aussi, ça n'a pas été possible. Et quand on est seul, ça c'est très difficile d'avoir le sentiment en tout cas de se battre seul. Donc, ben, on accuse réception de ça. On s'est dit que OK, bah, cette voie-là, c'est pas possible. Alors on va essayer autrement. On va faire des courriers, on va rappeler la loi aussi, on va rappeler ce que sont les rapports humains et comment un enfant évolue, de quoi il a besoin en fait pour bien évoluer, pour bien grandir en société, quels sont ses besoins primaires. Ça non plus, ça marche pas. Donc voilà, ça a été des moments de colère, de doute, de déception, de frustration et puis d'espoir enfin quand on se dit bah finalement on découvre. Alors il n'y a pas que le mouvement des mamans lourdes, mais en tout cas là on parle des enfants et on parle de ce mouvement-là et ce cri du cœur et là d'un coup l'espoir est de se dire bah en fait je suis pas seule et comme on est nombreuses, on va pouvoir faire quelque chose et on va pouvoir changer les choses. Et ça a été un tournant en fait, hein, parce que c'est arrivé assez tardivement. Finalement, ça fait 2 ans qu'on est dans cette situation. Donc le mouvement des mamans louves, il s'est créé un an après. Donc pendant toute cette période de un an, et je suis pas la seule, on s'est retrouvés justement dans des situations impossibles où on se disait, mais moi en tant que parent, en tant que maman, je suis dans l'impossibilité d'agir. Et ça, c'est très compliqué. Tu crois vraiment que c'est un problème de loi ou c'est plutôt un problème de manque de pouvoir de soi-même? Je ne sais pas si je me suis bien expliquée. Je pense qu'il y a les deux. Mhm. Mais ça, ce n'est que mon humble avis. Je pense qu'il y a les deux. Il y a à la fois ce conditionnement qui est mis en place, en tout cas par nos dirigeants, parce qu'on parle de la France, mais c'est dans pas mal de pays aussi, pour finalement nous déposséder peu à peu de notre pouvoir d'agir, de notre pouvoir d'être, de nos actions, de notre libre arbitre et aussi de notre esprit critique. Donc c'est un phénomène, je dirais, sociétal de ça, hein, d'être finalement confronté à des situations comme ça et de pas pouvoir réagir, qui fait que les lois, du coup, sont justifiées aussi par ça. Je sais pas si
si je me fais bien comprendre non plus. Oui. Mais en fait, c'est pas qu'un problème de loi, c'est effectivement la soumission aussi à ces lois. Mhm. Et pourquoi on se soumet? Bah, peut-être parce que à un moment donné, on a été conditionné depuis longtemps et qu'on n'ose pas. Par exemple, on n'ose pas, et ça, je fais référence souvent à l'expérience de Milgram qui a été faite après la Seconde Guerre mondiale, la soumission à l'autorité, qu'elle soit chemise blanche, cravate, ou qu'elle soit avec une blouse de médecin, ou qu'elle soit aussi d'un instituteur, d'un professeur. Ça existe et ça a été prouvé, parce que l'expérience de Milgram, elle a été reproduite plusieurs fois, hein, jusque il n'y a pas si longtemps que ça encore. Et du coup, il y a cette espèce d'idéologie même limite que euh, il y a des personnes qui ont l'autorité, qui ont le pouvoir, et du coup, on doit se soumettre, on ne doit pas se rebeller, on ne doit pas penser différemment. Ce qui est navrant, c'est qu'en fait, et c'est la grande claque euh, positive finalement que j'ai pu me prendre là pendant ces 2 ans aussi, c'est de se dire que ce conditionnement et cette soumission à l'autorité, elle est ancrée en moi, elle était ancrée en moi et donc dans la société hein, de manière générale depuis longtemps en fait. Et c'est ça qu'il va falloir aussi changer, c'est de se dire que c'est pas parce qu'on a une représentation ou qu'on est symboliquement quelqu'un d'important entre guillemets, hein, que ce soit un politique, que ce soit un instituteur encore une fois, que ce soit un médecin, qu'on a la science infuse et qu'à côté, en dehors de ça, les autres ne sont pas grand-chose ou en tout cas que leur avis ne compte pas trop. Donc, je pense que c'est les deux, Sonia. Mais enfin, encore une fois, ce n'est que mon humble avis. Oui, je suis d'accord avec toi. Est-ce que vous avez dû porter plainte contre des écoles ou des enseignants au sein de votre association? Oui, alors on l'a pas fait au niveau association de dépôt de plainte à proprement parler parce que ça a été très très dur, ça aussi, hein. On a déposé des recours, en tout cas, Mhm. face à des situations. Le dépôt de plainte, il faut qu'il soit pris en compte. Et ça, malheureusement, c'est pas le cas, hein. On arrive. Moi, j'accompagne beaucoup de personnes et je fais le parallèle souvent aussi parce que je travaille dans le social. Les dépôts de plainte, notamment pour les femmes battues, par exemple, on sait très bien que selon les commissariats, ben, le dépôt de plainte, il va pas être pris, hein. Et là, c'est pareil, en fait. Il y a comme une omerta, finalement, de se dire, non, mais en fait, ils appliquent le protocole, c'est comme ça vient de l'État. Donc, il n'y a pas à déposer plainte, en fait, pour ça. Ce n'est pas un motif de dépôt de plainte, en tout cas. Voilà, donc on a dû faire face à ça. Après, on a effectivement fait des courriers avec l'accusé de réception à toutes les instances dans tout le pays. On a fait vraiment et on a tout fait. Il y a pas quelque chose qu'on aurait pu faire et qu'on n'a pas fait. On a tout essayé. Et c'est de là qu'est venu aussi ce mouvement des Mamans Louves bien avant. C'est-à-dire qu'avec les collectifs déjà dont on fait partie toutes, et c'est pour ça qu'à un moment donné, on s'est fédéré et qu'on a créé notre propre mouvement. Parce que même avec tous les collectifs, notamment des sommations interpellatives qui ont été faites auprès des rectorats en France, dans toutes les régions de France, il n'y a jamais eu de réponse, en fait. C'est-à-dire que c'est envoyé avec accusé de réception. On est 300 ou 400 personnes à avoir cotisé pour, parce qu'il faut quand même des personnes, voilà, il faut des huissiers de justice aussi, donc il faut les payer, ces personnes-là. Et en fait, malgré tout ça, il y a l'accusé de réception, mais c'est tout. On n'a aucune réponse. Il y a des collègues à toi qui nous ont raconté l'autre jour que vous avez présenté une lettre à Emmanuel Macron. Oui, c'était le 4 novembre, effectivement. Donc, c'était la demande officielle de débat public pour nos enfants qui a été relayée médiatiquement. On a fait un gros coup médiatique parce que c'était ce qu'on voulait, où on lui demande officiellement de débattre publiquement, en tout cas, et de mettre au centre la question des enfants, parce qu'à un moment donné, c'est la priorité. Comme on le dit souvent et on le répète, une société qui ne se préoccupe pas de ses enfants est une société malade. C'est une société qui ne va pas bien. Donc, on a déposé ça, on a pu déposer cette lettre dans la loge, on a l'accusé de réception, on n'a eu aucune réponse. C'est ce que j'allais te demander, si vous avez répondu. Non, absolument pas. Donc là, on essaie de faire autrement, hein, parce que le mouvement, il est né aussi de cette volonté-là, c'est-à-dire qu'après avoir essayé toute chose possible et imaginable dans les collectifs, on s'est dit avec les Mamans Louves, on va faire autrement. On va aller chercher ce débat public, mais autrement. Puisque tout ce qu'on a essayé ne marche pas jusqu'à présent, on va avoir une autre stratégie.
c'est-à-dire d'aller chercher les politiques, d'aller chercher notamment, en premier lieu, puisqu'il est encore en poste, le président de la République, d'aller lui poser directement la question de qu'est-ce qu'on fait avec ces enfants-là? Est-ce que vous avez pris conscience de toutes ces mesures, de tout l'impact et les impacts et les conséquences que ça a eu et que ça va avoir? Parce que les dommages collatéraux et les conséquences, elles vont encore s'inscrire dans la durée après, même si là, pour l'instant, on suspend. Ça va avoir des dommages encore et encore. De mettre ça au centre. Il n'a pas répondu, donc maintenant, on va chercher les autres politiques, c'est-à-dire ceux aussi qui se présentent à l'élection présidentielle. Et on va leur demander de nous dire officiellement ce qu'ils proposent dans leur projet politique sur la question des enfants et implicitement sur la question de l'autorité parentale, à savoir que c'est à nous, parents, et rien qu'à nous, de décider et de choisir ce qui est bon ou pas pour nos enfants. Et ce n'est pas à l'État. On le dit souvent, on le répète aussi ça, on le martèle, ce ne sont pas des pupilles de la nation. Nos enfants n'appartiennent pas à l'État. Ils nous appartiennent à nous. Et c'est à nous, parents, de reprendre notre pouvoir, de reprendre notre place et de choisir ce qui est bon ou pas pour eux. C'est Tu ça sais que notre démarche. justement, ce que tu es en train de dire, moi, je le dis beaucoup sur des manifestations en Espagne. Je leur rappelle aux parents qu'exactement, les enfants appartiennent à ses parents, pas à l'État. C'est Et ça, nous devons les protéger. c'est ça. C'est Et notre ça, rôle. en fait, tu vois, par rapport à ta question d'avant, quand tu demandais si c'était qu'une question de loi ou finalement si c'était une question aussi de fait de société, disons, voilà, de soumission, je crois que petit à petit, euh, ça s'est délité, ça, en fait, l'autorité parentale. On a mis, encore une fois, c'est pas de juger si c'était mieux avant ou si, voilà, c'est pas la question. C'est maintenant, on a ça, qu'est-ce qu'on fait avec ça? En fait, petit à petit, on a retiré aux parents finalement le choix. Ça va de petites choses dont on ne s'est pas rendu compte, hein, jusqu'à de grosses choses là aujourd'hui qui nous éclatent à la figure. Mais petit à petit, l'école a pris le pied, par exemple, sur l'autorité parentale. Vous devez faire comme ça, vous devez éduquer vos enfants comme ça, vous devez faire les devoirs tant de minutes ou tant d'heures par soir, vous devez signer le papier que je vous donne. Et en fait, on se rend compte que on n'a plus le droit de citer à l'école, c'est-à-dire qu'on ne peut plus y entrer, si ce n'est pour poser une question sur le programme scolaire, mais c'est tout. Sauf que dans la loi, l'école est ouverte aux parents normalement. C'est-à-dire qu'on a le droit et même le devoir de s'impliquer dans la vie de l'école. Et du coup, là, on est complètement empêché de franchir cette barrière-là. Moi, on m'a clairement dit, par exemple, quand je suis allée voir, alors j'ai été convoquée par la directrice de l'école de ma fille de 7 ans. J'ai eu la surprise de voir les deux institutrices aussi qui étaient là. C'était pas prévu, enfin en tout cas on m'avait pas prévenu, et de me dire que si j'arrêtais pas avec mes courriers, qu'on déposerait plainte contre moi. Ça a été la première chose. Et il y a eu aussi l'après, où il m'a été clairement dit, textuellement, si vous n'arrêtez pas, donc on portera plainte contre vous, et ces lettres-là, ces courriers-là, on n'en veut plus. Vous pouvez seulement venir nous solliciter pour nous, ou, voilà, nous demander le programme scolaire, etc. Mais c'est tout. Sauf que ça, c'est même pas dans la loi. C'est-à-dire que le parent, normalement, doit avoir la pleine possibilité de pouvoir intervenir dans l'école, pas pour mettre le bazar, je dirais, pas pour remettre en cause profondément le programme scolaire ou remettre en cause finalement le professionnalisme des professeurs. C'est pas ça le but. C'est juste de participer à la vie de l'école. Et en fait, de recréer, et ça c'est important, cette relation presque intime finalement, puisque quand je confie mon enfant à l'école, je confie ce que j'ai de plus précieux au monde à l'école, finalement. C'est une partie de moi que je confie à l'école, qui va rester entre 8 et 10 heures par jour, s'il reste à la garderie, entre vos mains. Donc j'ai quand même un droit aussi de vous informer sur mon enfant, ce qu'il ressent, et qu'on puisse échanger aussi là-dessus, et que vous aussi, enseignants, directeurs d'établissement, puissiez me dire ce qui se passe dans ces établissements-là. C'est ça, en fait, qu'on revendique aussi. Et cette autorité parentale, elle se délite peu à peu.
Quelles sont les prochaines actions que vous allez faire avec les mamans louves? Alors, prochaines actions, on est en plein dedans. Alors, on a toujours en cours le sondage qu'il faut remplir absolument sur notre site internet mamanlouve.com. Maman, toujours louve au pluriel, les deux. Le sondage, en fait, ça permet de recueillir vraiment finalement les ressentis des parents et comment eux, est-ce qu'ils sont d'accord finalement avec ce protocole? On a besoin aussi de ça sur le terrain. Est-ce qu'ils sont d'accord avec ce qui se passe, ce qui s'est passé? Parce qu'on rappelle quand même que pour l'instant, enfin là, c'est dans 2 jours, les protocoles sont suspendus. Qui dit suspension ne dit pas abrogation, donc ça nous certifie pas que, en tout cas, ça va pas être remis en place. Et ça, voilà, ça a déjà été le cas. On nous a enlevé une fois des masques dans 45% des départements en France pour les remettre 15 jours après aux enfants. Donc, on n'est pas à l'abri de ça. Donc, ce sondage, il est vraiment important pour, en fait, nous, notre demande, et quand on parle d'aller rechercher ce débat public, c'est aussi de prendre en compte quelle est l'opinion publique finalement. Qu'est-ce que les parents pensent de tout ça? Est-ce qu'on est, nous, un mouvement de 40 000 mamans seules finalement, parce que 40 000 sur 67 millions de Français, est-ce qu'on est un peu folle de penser ça, de penser que c'est pas normal que les enfants portent des masques, de penser que c'est pas normal que le protocole sanitaire s'applique dans les écoles et soit, encore une fois, le plus rigide des protocoles qui existent en France, c'est-à-dire que c'est sur les enfants que le protocole est le plus important et le plus drastique. Donc, il y a ce questionnaire, ce sondage à remplir. Il y a aussi l'action qu'on va, comme je disais, chercher les politiques. Donc, nous, on sollicite tous les politiques dans les permanences qu'ils peuvent faire, dans leurs débats qu'ils font aussi pour se présenter aux élections présidentielles. On va les chercher pour pouvoir aborder ces questions-là avec eux. Il y a aussi ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher les maires en fait, de chaque ville aussi pour leur présenter, parce qu'on a fait tout un rapport sur le bilan d'impact qu'a eu la crise sanitaire sur les enfants sur ces 2 ans. Donc c'est un gros pavé à lire et qui est disponible sur notre site évidemment. On envoie ça aux maires et on demande aussi d'être reçus et qu'ils signent eux aussi leur engagement en signant notre courrier de demande de débat public pour nos enfants. Donc ça, c'est les actions qui sont un peu sur le feu. Évidemment, on est toujours à chercher aussi à être diffusé sur les médias mainstream pour pouvoir, encore une fois, toucher l'opinion publique, encore une fois, pouvoir être vu de partout et peut-être éveiller des consciences encore qui ne le seraient pas. Et comment vous vous financez? Alors, on n'a pas de financement, on est toutes bénévoles. Voilà. Après, il faut quand même avoir conscience et on remercie énormément les personnes parce que on a eu, sans que l'adhésion est gratuite, par exemple, sur notre association, c'est ce qu'on a voulu. En tout cas, on a eu pas mal de dons qui nous ont été faits pour nous soutenir avec des super messages de soutien. Mais on est toutes bénévoles et on travaille jour et nuit. Jour et nuit et ouais, c'est du bénévolat. Est-ce que vous avez reçu des appels de mamans qui vous racontaient que leurs enfants étaient en train de se faire harceler dans les écoles? Oui. Vous avez des protocoles pour ça? Alors, en fait, oui, parce que du coup, c'est vraiment traité. Alors, à la fois, on les fait témoigner si elles sont en mesure de le faire sur notre émission. On prend les témoignages certifiés aussi avec pièce d'identité. Alors, c'est pas pour, on dit souvent en France, fliquer, c'est un terme, désolé. Oui. Mais c'est pas ça notre but, c'est qu'effectivement, si un jour on a des contrôles et qu'on nous dit, vous racontez que vous avez tant de témoignages, on veut pouvoir aussi attester que ce sont pas des témoignages montés de toutes pièces, mais c'est bien la réalité. On en reçoit des centaines par jour. On oriente sur le pôle juridique avec, soit si les mamans se sentent en capacité de le faire et si l'école est aussi ouverte à ça, du coup, la maman, quand elle va rencontrer le directeur d'établissement, par exemple, on est là, devant aussi, on soutient, comme je vous disais tout à l'heure, et aussi avec des lettres, des courriers recommandés, rappel à la loi, rappel à ce que c'est. Il faut savoir quand même aussi, et ça c'est très important parce que beaucoup de parents l'ignorent, c'est que il ne peut pas y avoir de sanction pour port du masque sous le nez ou pour non-port du masque, parce que ce n'est pas écrit dans le règlement intérieur de l'école. Donc, tous les enseignants, tous les directeurs qui ont fait ces sanctions, qui ont mis ces sanctions, en fait, c'est pas légal.
Donc, c'est ça, en fait, qu'on fait. On passe notre temps à faire des courriers à chaque fois pour rappeler à la loi, pour dire que ces heures de colle, il y a même des enfants qui ont quand même été évincés de l'école, de l'établissement scolaire. C'est-à-dire que la menace, c'était, ben, on vous le dit, ça fait plusieurs fois qu'ils portent le masque sous le nez. La prochaine fois, et ça, c'est jamais par écrit, c'est toujours au téléphone, hein, la prochaine fois, il sera viré d'établissement. C'est ça la réalité. Et c'est arrivé. Il y a un enfant, sa maman qui a témoigné, il y en a plein d'exemples. Il y en a une qui a témoigné, par exemple, son enfant a eu des heures de colle. Ça a commencé par 1 heure de colle pour le port du masque. Je sais plus exactement le terme. En tout cas, il était juste sous le nez. La maman a refusé qu'il fasse 7 heures de colle. Et en fait, l'établissement scolaire s'est acharné et a continué de monter les heures de colle. C'est-à-dire qu'il est arrivé à 10 ou 12 heures de colle qu'il n'a jamais fait finalement. Et la pression tous les jours. Et la maman qui ne voulait pas lâcher, le jour où, et c'est cette maman qu'on est allé notamment soutenir devant l'établissement scolaire, euh, le jour où elle a souhaité parler à la direction, elle a été reçue au bout d'un moment parce qu'elle a mis une pression aussi. Mais le directeur lui a dit qu'il n'enlèverait pas les heures de colle et qu'il n'y avait pas, il n'y avait rien à voir. C'était en fait circuler, il n'y a rien à voir. C'est le protocole et c'est comme ça. Soit vous vous pliez, soit votre enfant, vous êtes libre de l'inscrire dans un autre établissement ou de le garder chez vous. Voilà. Voilà. Est-ce que vous parlez aussi avec les enfants ou que seulement avec les mamans? Alors, on parle avec des enfants plutôt en off. On parle avec plutôt des adolescents parce que effectivement, c'est compliqué de libérer la parole des enfants. Il faut toujours l'accord des mamans, des papas. Donc, c'est un peu compliqué. Là, en fait, ce qu'on crée, on a le monde à l'envers. C'est-à-dire que là, ce qu'on vit, toute l'inversion des valeurs, les inversions de valeurs, on essaie de déprogrammer tout ça, de faire des rappels à la loi pour après, hein, on crée le monde à l'endroit. Et le monde à l'endroit, c'est-à-dire qu'on va remettre les choses dans le bon ordre. Et là aussi, évidemment, il y a et ça va passer par ça, ce qu'on va demander, ce qu'on va aller chercher, en tout cas, c'est rentrer dans les établissements scolaires, pas pour faire encore une fois le bazar, mais pour pouvoir mettre en place notamment des groupes de parole, pour que, ben, comme une cellule de crise, hein, comme on fait, et vous connaissez bien ça, hein, après un traumatisme, cellule de crise, et que les enfants puissent déposer, puissent parler, puissent mettre des mots sur ce traumatisme, parce que c'est un traumatisme, et ça a duré depuis 2 ans. Donc, il va falloir déposer tout ça pour reconstruire quelque chose de sain et pour en faire des adultes sains et équilibrés demain. C'est surtout ça l'important. Ok. Oui. J'aimerais que tu me dises quelle est ton opinion sur le travail qu'a réalisé mes camarades, les policiers français, les gendarmes, pendant ces 2 dernières années, pendant la pandémie, pour le contrôle des passes, les verbalisations. Voilà. Donne-moi Alors, du coup, tu veux mon regard personnel. Oui, je veux ton regard personnel. Ça va être personnel et objectif, c'est-à-dire factuel, c'est de ce que j'ai vu, en tout cas. Oui, tout à fait. Ce que j'ai vu et ce que j'ai pu éprouver, expérimenter, parce qu'on fait beaucoup de manifestations, on fait beaucoup de choses. Effectivement, on se serait attendu à des personnes qui sont là pour soutenir le peuple, pour protéger le peuple. Et en fait, c'est tout l'inverse qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on a, pardon, on a été contrôlé en permanence. Tu sortais, tu prenais le bus contrôlé, voilà, amende, hein, de suite, pas chercher à comprendre. Tu étais dans la rue, tu avais le masque sous le nez, pareil, amende, tu cherches pas à comprendre. Et puis avec une posture assez stricte, assez rigide, comme si voilà, ce qu'on faisait était le pire crime finalement. Voilà. Donc il y a eu ça pendant un long moment. Ça a commencé à changer, je dirais à partir de juillet. En tout cas, c'est mon ressenti de terrain, encore une fois. À partir de juillet, et en tout cas sur la ville d'Aix-en-Provence, on a eu des policiers, comme s'il y avait eu un déclic, en fait, comme s'il y avait eu quelque chose qui s'était passé. Donc, je rappelle, le 12 juillet, Monsieur Macron notre cher président, a déclaré l'injection obligatoire pour les soignants et qui serait suspendue, etc., etc. Donc, c'est là qu'ont démarré clairement les manifestations, hein, de terrain. Et là, les policiers, en fait, ils évoluent avec nous, ils marchent avec nous.
Alors, ils peuvent pas, évidemment, brandir les panneaux et manifester avec nous. En tout cas, ils marchent avec nous. Ils sont à nos côtés. Et en off, ils nous disent, on est avec vous. Et moi, ils m'ont dit, dès la première manifestation, on est avec vous et si on doit vacciner nos enfants, on n'acceptera pas. Ça a été la première étape. Après, il y en a eu une autre, c'était aux alentours de septembre-octobre. Pareil, voilà. Là, c'était encore autre chose, c'est-à-dire que c'était eux-mêmes qui commençaient à nous donner des conseils, finalement, pour voilà, par où il faut passer, qu'est-ce qu'il faut faire pour pas être embêté, etc., etc. Donc, c'était vraiment, en fait, on se dit, bah, finalement, alors qu'on n'avait pas cette impression au début, finalement, on a retrouvé leur part d'humanité. Voilà. Parce que l'impression qu'il y a eu, parce qu'on a quand même un passif en France, il y a eu les gilets jaunes, il y a eu beaucoup de choses très, très difficiles. Hein. L'impression, en fait, qu'on n'avait même pas affaire à des humains, à des êtres humains, mais à des robots, en fait, qui appliquaient les ordres et qui ne se posaient pas de questions. Donc, ça a été quand même, ça aussi, ça a donné de l'énergie et ça a donné une belle force de se dire, ça y est, on a touché là, le petit bout là, d'humanité et de cœur. En fait, il existe encore. Ben, ça serait génial que si tu puisses avoir le contact de ces policiers, que tu leur parles de nous et C'est qu'ils puissent ça. te rejoindre. Et ben, du coup, ben, demain matin, hein, manifestation comme d'habitude à 10 heures à Aix. Effectivement, je le fais, mais je l'ai déjà fait. Hein. Je l'ai déjà fait. Après, là, par contre, voilà, il faut pas. Il y a quand même des limites à pas dépasser, je dirais. Hein. On leur dit, et là, après, ils disent plus rien. On voit que bon, c'est bon là, ça va trop loin, on arrête. Mais en tout cas, l'information a été entendue et je me dis, moi, je pars du principe que dans la vie, on sème des graines. Voilà. Et quand c'est le moment, les personnes prennent les armes, je dirais, pour faire les choses, pour mettre en place des choses. En attendant, les graines, elles sont semées et ça prendra le temps que ça prendra. Mais dans leur tête, ils se disent, ah ben ça existe. Ah ben, il y a un mouvement aussi des policiers. Pareil que nous, hein. Ah ben, je suis pas seule en fait. Je suis pas seule dans cette situation. Et je pense que c'est important aussi ça. Parce que quand on est policier, comme quand on est enseignant, comme quand on est ben, individu lambda, il n'y a rien de pire que se sentir seul. Et comme tout est fait pour qu'on se sente seul et isolé, finalement, c'est très difficile d'aller chercher l'info. Finalement, c'est très difficile de se dire, bah, dans quel collectif il faut que j'aille, est-ce qu'il faut comment je peux rentrer en contact avec des personnes qui existent, etc. Donc, si on peut leur donner les contacts nous-mêmes, il faut le faire. Oui, C'est ça. oui. D'ailleurs, nous avons un flyer, une tract dans notre site. Vous pouvez vous la télécharger et leur Voilà, laisser dans les commissariats. Ça serait génial. c'est ça. Dans les manifs. Nous, En on tout le fait cas, je en pense tract. qu'il est important, je pense, et encore une fois, particulièrement votre corps de métier, je dirais, parce qu'il y a une image, moi j'ai entendu, comme je suis dans le social hein, depuis 2005 quand même, donc j'ai accompagné pas mal de familles, il y a des parents qui menacent les enfants, si tu fais pas ça, j'appelle la police. Ah oui, ça, on l'a vu Donc, aussi. ah oui, ben voilà. Ça Donc nous il y a énerve. quand même ancré cette image-là. Alors on a d'autres choses à côté, hein. Il y a aussi des enfants qui sont fascinés par la police parce que dans le sens justicier, avec toute l'innocence d'un enfant. En tout cas, dans la tête des adultes, la majorité, pas tous évidemment, hein, de ce qu'on voit, de ce qu'on nous montre aussi sur les réseaux, hein, les exactions des policiers ces dernières années, c'est vrai que ça donne pas une belle image, c'est dommage. Mais je pense que vous êtes le dernier rempart, en fait. Et il manque, on le dit souvent avec les mamans louves, là, depuis qu'on s'est rencontrés, Sonia, qu'en fait, il manque que ça. Oui. Qu'enfin les policiers soient là et reprennent, en fait, fassent sortir cette part d'humanité dont je parlais et reprennent leur rôle, leur réel rôle de protection de la population et d'être là pour servir le peuple et pour aider le peuple et non pas pour l'asservir. Ben, Lise, j'en profite pour te demander que tu leur lances un message à mes camarades policiers et gendarmes français, s'il te plaît. Comme Lise et comme maman. Alors, je vais mélanger les deux, hein, puisque Oui. Lise et maman, bon, quoique.
Euh, J'aimerais vraiment, en tout cas, qu'on puisse s'unir, enfin, qu'on puisse juste se poser en tant qu'être humain et se dire en face, là, on dépose tout. Avant d'être policier, avant moi d'être travailleur social, par exemple, je suis un être humain. Et qu'est-ce qui nous différencie des animaux? C'est le cœur aussi, c'est les émotions, c'est grandir ensemble et évoluer ensemble. Moi, je suis pour un peuple qui puisse s'unir, qui puisse partager des valeurs communes pour qu'on fasse société ensemble. Et j'ai vraiment envie de rappeler à tout le monde, on n'est pas qu'une fonction, loin de là. On est avant tout un être humain, doué d'humanité, doué de belles qualités, de belles valeurs, et qu'il faut absolument s'unir, qu'il faut absolument qu'on fasse bloc ensemble parce que aujourd'hui, peut-être que certains se sentent, comment dire, légitimes par rapport au pouvoir et se disent qu'il faut appliquer absolument les lois parce que c'est comme ça, mais ça peut basculer à tout instant et en fait, de se rappeler pourquoi j'ai fait ce métier-là, pourquoi j'ai choisi ce métier-là. Parce que moi, quand je pose la question à des policiers, à des policières, pourquoi vous avez choisi cette voie-là? On me répond à chaque fois parce que je veux défendre la cause des personnes. Je veux rendre justice. Et là, la justice, en ce moment, c'est pas du tout ce qui est rendu. Loin de là. Et ça, c'est important de le préciser. Et j'aimerais que vous puissiez prendre conscience que l'avenir, il se décide maintenant, en fait. On a soit envie de se dire que ça va passer et de pas faire grand-chose et que ben voilà toutes les politiques vont se mettre en place et que finalement on n'aura pas notre choix ou alors on a aussi la possibilité de se dire que c'est l'opportunité du grand réveil et comment on refait société tous ensemble et qu'est-ce qu'on a envie de créer et qu'est-ce qu'on a envie de laisser à nos enfants, quel est le monde qu'on veut pour eux, qu'est-ce qu'on leur souhaite de mieux. Et je pense que c'est juste ça, de revenir au fondamental, de revenir à la base. Nous sommes des êtres humains doués de cœur, d'humanité, d'émotion. On est tous pareils et on n'est pas une fonction. On doit s'unir absolument. Pour vos enfants, pour tous les enfants de la Terre, je dirais, pour leur avenir, pour un monde meilleur. Je crois que d'ailleurs, toucher le cœur de mes camarades et leur rappeler que eux aussi sont papa et maman, ça C'est ça, serait une bonne manière de les faire basculer de notre côté. c'est ça, exactement. C'est de se dire finalement, on est tous dans le même bateau et je pense que quand on réfléchit un peu, qu'on se pose un peu, qu'est-ce qui nous fait vibrer quand on a des enfants? Pourquoi on se lève le matin? Pourquoi on a fait des enfants, tout simplement? Est-ce que c'est pour leur laisser une société de contrôle, laisser une société où la violence, c'est ça qui prime? Ou est-ce qu'on a envie de leur transmettre autre chose? Ou est-ce qu'on a envie de leur laisser des belles valeurs et de vivre ensemble, notamment? Et est-ce que tu voudrais, pour terminer, leur lancer un petit appel à ces papas ou à ces mamans qui se sentent toutes seules et qui ne savent pas quoi faire en ce moment-là, qui ont des problèmes dans les écoles, qui ne veulent pas injecter leurs enfants, leur mettre le masque? Veux-tu leur lancer un petit message? Oui, volontiers. Alors, vous pouvez nous retrouver partout. On est partout sur les réseaux. Maman au pluriel, maman avec S, louve.com, c'est notre site internet. Encore une fois, l'adhésion est gratuite, donc tout le monde peut adhérer. On a une page Facebook, on est sur Instagram. Je crois même qu'on a un peu de commencé TikTok, même si on n'est pas très jeune et que c'est pas trop, voilà. Mais en tout cas, on voulait toucher tout le monde. On a sur la page Facebook des Mamans Loup, vous avez toutes les infos avec aussi les boîtes mail. Si vous voulez témoigner, on a une boîte dédiée au témoignage. Si vous voulez nous contacter pour n'importe quelle question, c'est la boîte contact que je gère personnellement. Si vous avez envie de partager et d'évoluer avec nous et d'être au fait aussi des manifestations, de tout ce qu'on peut faire, de toutes les actions qu'on peut faire, retrouvez-nous sur Telegram. Vous cliquez juste sur le lien qui est sur la page Facebook Telegram et vous vous retrouvez sur notre groupe Telegram et vous serez au fait. Je lance un appel aussi, j'en profite pour nous rejoindre au niveau, je dirais,
de référentes régions et départements, on a besoin de bonnes intentions qui veulent nous aider parce qu'on est peu nombreux. C'est un sacré boulot, hein, et plus on sera, plus aussi on pourra chacune se soulager parce que effectivement, comme je disais tout à l'heure, on a nos vies de famille, on a nos enfants aussi à nous occuper. Le but, il est, si on défend la cause des enfants, il faut pouvoir aussi s'occuper de ses propres enfants quand même. C'est pas pour les laisser non plus de côté. Et plus il y aura de bonnes âmes bien intentionnées qui voudront nous rejoindre, mieux ce sera pour faire encore plus de choses, pour pouvoir encore avoir plus de poids, plus d'assises et pouvoir tout avancer ensemble. Donc, si vous vous sentez seul, vous ne l'êtes pas. Dites-vous bien que, encore une fois, Maman Louve, c'est le nom qu'on a donné, mais il y a tous les papas qui sont les bienvenus et tous les oncles, les tantes, les grands-parents et même des personnes qui n'ont peut-être pas d'enfants mais qui sont sensibles à la cause des enfants et qui veulent nous rejoindre, c'est avec grand plaisir. Moi, j'anime à tout le monde qui vous rejoigne parce que vraiment, vous êtes génial. Merci Sonia, à vous aussi. Vous êtes battante et je vous remercie pour votre grand travail. Merci de protéger nos enfants. Merci Sonia et effectivement, tu nous as redonné un élan d'espoir avec aussi ton association. Bravo pour ton courage, ta détermination. Merci de nous avoir contactés parce que c'est vrai qu'il nous manquait ça. Voilà. Il nous manquait de pouvoir nous unir aussi avec vous et de pouvoir créer ensemble. On va vous ramener beaucoup de camarades, pas de souci. Et réciproquement. Je te remercie Lise et à bientôt. C'est moi Sonia, merci beaucoup. Ciao, merci. À bientôt. À bientôt.